je présente donc Maître Cécile Doutrio, avocate, responsable du pôle Nouvelles Technologies au sein du cabinet Doutrio-Villard et associée, et qui collabore régulièrement à la chaire Saint-Cyr Sogeti Thalès, qui est également conférencière, qui a écrit un certain nombre de travaux et de textes sur ces questions de cybercriminalité, cyberguerre et des aspects juridiques afférents à ces questions. Elle nous présente aujourd'hui une réflexion sur la stratégie en termes cette fois-ci de cybercriminalité. On va être plus dans ce volet de l'Union européenne et la place de la loi dans cette stratégie. Donc je lui cède la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci à la Charte d'avoir organisé cet événement et à vous pour votre présence. Alors c'est vrai que je vais essayer d'être très concrète parce que c'est intéressant ce qui vient d'être dit effectivement sur la recherche d'attribution mais également la difficulté à appréhender ces groupes. Comme le rappelait très justement le capitaine Brandetto ce matin, c'est une chose, comment passer de l'action militaire à l'action civile, en quoi les deux peuvent se compléter et s'appuyer. Ça peut être très intéressant, on l'a vu donc avec le capitaine Brandetto en matière d'espionnage, quand l'espionnage au niveau international, du droit international, n'est absolument pas interdit. Dans le théâtre d'opération, il est même fortement conseillé. Donc comment on va faire lorsqu'on est dans une situation telle qu'elle a été décrite dans le cas pratique proposé par les écoles de Saint-Cyr Coët-Quidan, quand justement nous avons des acteurs qui sont non étatiques, ces fameux militants révolutionnaires du ciel, comment va-t-on pouvoir les mettre hors d'état de nuire très concrètement ? Et c'est là toute la difficulté, parce qu'on ne sait pas, ils ont, comme vous le disiez très justement, le problème de l'attribution, est-ce qu'ils sont commandités par un État ou pas ? Est-ce que ce sont des personnes qui agissent pour des intérêts privés ou pas ? Est-ce que ce sont des activistes ? On ne sait pas toujours, et en fait souvent on ne le sait pas. Donc il faut bien les mettre hors d'état de nuire, et pour cela on va combiner plusieurs textes au niveau européen pour pouvoir agir en soutien peut-être des opérations militaires, mais sur des aspects qui eux les concernent moins. Après on peut considérer aussi que l'action civile peut être intéressante parce que ce sont des actions, des cyberattaques qualifiées de bas niveau pour les opérations militaires. Vous parliez très justement de défacement de sites ou d'intrusion informatique dans les sites des ministères de la Défense, du ministère des Affaires étrangères. C'est sûr que c'est très dérangeant quand il s'agit de récupérer des informations. En même temps, on n'en est pas à ce qu'il n'y ait pas de mort. Enfin, on n'est quand même pas sur un théâtre guerrier dans toutes les exactions qui peuvent être faites. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, il faut quand même agir, et l'action civile va pouvoir être intéressante combinée avec la stratégie de l'Union européenne. Monsieur Rivasso en parlait ce matin. Donc, il y a 5 objectifs. Moi, je vais m'attacher à 3 qui sont en lien donc avec ce cas pratique des écoles de Saint-Cyr Coët-Quidan. On le disait, lutter contre la criminalité transfrontalière. On a vu dans le cas pratique, il y a des trafics d'armes, il y a aussi des campagnes d'information qui sont menées contre la France. Il faut aussi, parallèlement à ça, des cyberattaques pourraient être menées contre des infrastructures critiques, donc il faut les protéger. C'est aussi un des points de mission de l'Union européenne, et évidemment réduire la cybercriminalité pour toutes les raisons qui viennent de nous être exposées. Alors c'est vrai, comment on va faire très concrètement ? Parce qu'on le sait très bien que les cyberattaques sont localisées dans un pays le plus souvent qui n'est pas le nôtre, c'est un autre territoire, il y a des questions de souveraineté. Comment faire et ne pas être démunis face à ça ? En fait, vous avez des instruments juridiques qui sont très efficaces, qui est la Convention de Budapest de 2001, donc qui est quand même assez ancienne, qui va permettre d'accéder à ces données qui sont stockées sur d'autres territoires. Ces données, on le verra, qui sont, parce que forcément, dans les campagnes de communication qui sont menées contre la France ou dans les cyberattaques, on utilise les réseaux. Donc forcément, l'action passe, même si on a du mal à remonter à sa source, en tout cas, il y a des points de contact qui font qu'on va pouvoir essayer de remonter à l'auteur, même si effectivement c'est difficile.
Donc comment on va faire pour accéder à ces données informatiques qui sont stockées en fait, par exemple des données de connexion ou autres qui sont stockées sur un autre territoire que le nôtre? On va tout simplement se baser, force de police, gendarmerie ou autre, sur un article 29 de cette convention qui permet justement de conserver ces preuves de données stockées sur ces territoires qui ne sont pas les nôtres. Et bien évidemment, les États membres de l'Union européenne sont tenus, en tout cas de la Convention de Budapest, parce qu'il faut aussi distinguer le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, c'est pas exactement la même chose, vont pouvoir avoir accès à ces données pour avoir au moins des commencements de preuves, et si ce n'est même des preuves très concrètes, et quand même... On va dire quelle est la limite. On a ratifié effectivement cet accord, on peut accéder à ces données, on peut prendre des mesures conservatoires, mais quand il va falloir s'agir de faire des perquisitions et de les saisir de manière courtoise, il faut quand même demander le consentement de l'État requis. On dit attendez, on a des données, on cherche à identifier un cyberattaquant, visiblement ils sont passés par chez vous, on veut accéder à vos données, donc il faut quand même demander l'accord pour pouvoir solliciter auprès de ces fournisseurs d'accès Internet la possibilité de perquisitionner ou de saisir ces données. Dans la réalité, alors ça c'est la solution idéale, cette espèce de courtoisie entre États, dans la réalité souvent ce sont des rapports de force qui s'exercent auprès de ces sociétés privées, de ces fournisseurs d'accès, où on va les contraindre effectivement à délivrer cette information en dehors de tout consentement légal du pays concerné. Et c'est intéressant parce que, comme vous le disiez très justement, parmi même l'Union européenne, on a certes des alliés, mais parfois on peut avoir potentiellement à des moments donnés des ennemis cachés. Donc effectivement ça va poser un peu de difficultés, surtout que cet État peut refuser. C'est un des problèmes du texte, cet État peut légitimement refuser cet accès à ces données pour permettre d'identifier les auteurs parce que, pour des raisons, elle considère que l'infraction qui sous-jacent tout ça est de nature politique. Ou alors elle considère, pour des raisons de souveraineté, elle ne veut pas y donner suite, ou pour d'autres intérêts, dit le texte. Donc la difficulté, c'est que c'est extrêmement large, et que vous voyez bien, vous avez bien compris que la capacité vraiment opérationnelle d'avoir accès à toutes ces informations, en fait, dans la réalité, est beaucoup moins évidente. Des pays peuvent avoir, en toute bonne foi, signé cet accord, mais ensuite, dans la manière pratique, concrète du terrain, refuser de coopérer. Ça, c'est quand même un obstacle qui n'est pas du tout évident. Alors c'est vrai qu'il y a un appui opérationnel très concret par des agences européennes, que sont Europol, au niveau des enquêtes judiciaires. Vous parliez de partage d'informations, c'est très important. Pour identifier ces groupes cybercriminels, on regarde quelle est leur manière d'opérer, on arrive à faire des recoupements et effectivement la nécessité c'est de partager l'information, sinon on est encore plus seul face à ces attaques. Donc ça c'est au niveau judiciaire, vous avez Europol donc, qui concrètement apporte une aide efficace, vous avez aussi Eurojust parce que le but n'est pas seulement d'établir potentiellement des responsabilités ou d'identification, ensuite il faut les poursuivre et les condamner. Donc là, c'est pareil, entre États, comment on va faire? On n'a pas les mêmes règles, chacun les uns par rapport aux autres. Il faut harmoniser le droit des différents pays. On ne peut poursuivre l'attaquant si, en principe, dans l'État d'où a été menée l'attaque, vous avez une infraction qui prévoit effectivement ces poursuites. Donc après, si vous avez le texte, c'est déjà très bien. Dans les deux pays, vous allez pouvoir effectivement coopérer. Le problème, c'est qu'après, au niveau même de la pratique judiciaire, chaque pays a ses règles, chaque pays a ses particularités. Donc là, vous avez aussi ce réseau dont a parlé M. Rivasso ce matin, donc le réseau 24/7, c'est-à-dire ce sont des points de contact qui sont joignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui sont dans chaque pays, ces points-là sont censés coopérer efficacement dans ces matières-là pour pouvoir dire attention, moi dans mon pays, il y a telle règle procédurale, si vous voulez que votre action aboutisse et poursuivre réellement ces cybercriminels et les condamner devant des juridictions, il faut que vous respectiez telle règle. Alors il y a les règles écrites, on le sait bien, nous avocats, dans les codes, mais après il y a toute la pratique judiciaire, et c'est là toute la subtilité. Donc c'est très important d'avoir dans chaque pays vraiment des appuis opérationnels à ce niveau-là. Vous avez aussi le centre C3 qui a été créé en 2013, qui vise justement à recenser un peu au niveau cyber toutes les attaques qui peuvent être prises, délivrer des bonnes pratiques, mener des campagnes d'information. Ça, c'est la première chose. Après, c'est vrai qu'on a vu dans ce scénario que, forcément, là, ce sont des groupes rebelles, on va dire que, bon, pas trop nocifs, ils sont embêtants, ils attaquent des sites de ministères, c'est très mauvais en termes d'image,
Mais bon, c'est pas extrêmement grave. Par contre, ça peut devenir bien plus grave, comme le supposait le cas pratique dans le cas de la cyberarmée Célego, c'est contre des infrastructures critiques. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour prévenir tout ça? Parce que le problème, c'est qu'une fois que le risque est réalisé, ça devient très compliqué d'endiguer les effets, même si pour le moment, on a vu le cas Stuxnet, mais bon, il y a assez peu de jurisprudence, entre guillemets, recensée en la matière, mais je pense qu'il y a beaucoup de cas qui ne sont pas portés à la connaissance du public. Donc l'objectif de l'Union européenne, c'est bien évidemment de sécuriser ces systèmes d'information de ces infrastructures critiques. L'Union européenne, mais déjà avant le Conseil de l'Europe, en juin 2013, l'Union européenne ensuite, en août 2013, a dit attention, il faut absolument établir une stratégie à ce niveau-là. On veut absolument, dans un souci de partage et de collecte d'informations, qu'on nous déclare les incidents dont ces infrastructures critiques, donc c'est-à-dire dont l'entrave au fonctionnement aurait des conséquences graves au niveau de la nation, mettrait en péril ses intérêts, pas seulement de défense, mais également économique, au niveau de la santé, au niveau des transports ou autres. Il faut absolument que vous déclariez ces incidents, parce que c'est vrai que ça existe au sein de l'Union européenne, mais ça concerne à ce jour que les entreprises de télécommunications. Donc oui, ça peut être gênant, mais ce n'est pas effectivement le cœur du problème, ce sont ces infrastructures critiques. Donc c'est vrai que l'Union européenne a vraiment le souhait que les États membres de l'Union européenne développent absolument cette cybersécurité. Au-delà de cette cybersécurité, cette cyber-résilience, c'est-à-dire qu'en cas d'attaque, on puisse revenir à cet état initial qui permet aux institutions et autres services fondamentaux pour la nation de fonctionner. Alors, c'est vrai que ça a été approuvé par le Parlement européen en 2013, cette directive. Elle doit encore vraiment prendre la forme d'une loi pour être vraiment d'application impérative. Et alors, que font les États, selon vous, à ce niveau-là? Est-ce qu'ils prennent vraiment les mesures nécessaires ou pas? Parce que c'est beau d'avoir des déclarations communes, mais après, concrètement, chacun des États se retrouve un peu seul face à lui-même et il doit prendre des décisions. C'est vrai qu'en France, c'est pas pour mettre la France en avant aujourd'hui, mais c'est vrai que la loi de programmation militaire a vraiment prévu des dispositions très particulières à ce sujet en 2013, qui se sont concrétisées ensuite par des lois dans le Code de la Défense, où effectivement il y a l'obligation pour les opérateurs d'importance vitale de déclarer leurs incidents, de sécuriser leur système d'information. Et originalité quand même en Europe, c'est-à-dire que s'il n'y a pas ces exécutions de ces obligations remplies avec des peines d'amende qui sont assez importantes. Il y a eu encore eu des décrets d'application en mars 2015 sur cette question. Alors que font les autres pays de l'Union européenne? Alors c'est vrai que par exemple l'Allemagne et l'Espagne pour le moment n'ont pas vraiment encore pris de textes qui correspondent aux exigences qui ont été posées par l'Union européenne. En France, on est quand même très avancé sur ces questions-là. En Belgique, c'est intéressant, il y a une loi de 2011 qui prévoit effectivement aussi pour les infrastructures critiques de sécuriser, l'obligation de sécuriser les systèmes. Mais bon, c'est quand même c'est beaucoup moins contraignant parce que vous n'avez pas de peine d'amende, vous n'avez pas de contrainte véritablement. C'est plus une incitation, à mon sens, que vraiment une contrainte. Mais ça peut très bien évoluer. Et c'est évidemment, l'Union européenne appelle tout cela de ses voeux, bien évidemment, parce qu'on parlait de la menace terroriste. On sait très bien que ce n'est absolument plus un cas d'école et qu'il faut quand même prendre des mesures et ne pas réagir après que le mal ait été fait. Même si on a vu récemment que on revient plus à des attaques classiques qu'à des cyberattaques. Alors c'est vrai qu'en matière de terrorisme, c'est très intéressant aussi parce que fait l'Union européenne par rapport à tout cela? C'est vrai qu'il va y avoir, à l'image en fait, de la lutte contre la cybercriminalité avec le C3 Centre, il va y avoir en fait un centre européen de lutte contre le terrorisme qui va là prendre place au 1er janvier de l'année prochaine, donc 1er janvier 2016. Donc clairement, il y a un souhait quand même de prendre le problème à bras-le-corps. Alors pourquoi je vous parle de terrorisme? Parce que vous le savez pertinemment, ils utilisent beaucoup en fait les systèmes d'information à titre de propagande pour inciter à la radicalisation, pour pousser au recrutement et aussi parfois pour organiser des attentats. Donc ça, c'est aussi une mesure qu'a pris l'Union européenne. Déjà en février 2015, suite aux attentats à Paris au mois de janvier, elle avait dit attention, vraiment, la sécurisation, il faut lutter contre ce radicalisme, cette propagande terroriste que l'on retrouve très justement dans le cas pratique des écoles de Saint-Cyr-Coët-Quinan, dans ce scénario. Et alors, que va-t-on faire concrètement à ce niveau-là? Vous avez une déclaration extrêmement récente
intéressante, une résolution du Parlement européen du mois de novembre 2015, donc c'est vraiment très récent, ça date de la semaine dernière, où effectivement on va vous proposer des mesures très concrètes que j'ai trouvées intéressantes. Alors évidemment, les objectifs, on les connaît tous, c'est d'empêcher la radicalisation, le recrutement, de protéger les citoyens et les infrastructures critiques. Donc vraiment, on voit là que, en fait, ce à quoi on avait pensé en 2013, en fait, c'est en train de se concrétiser. Donc on essaye vraiment de prendre cette mesure très concrètement pour la résoudre et de poursuivre les terroristes et de les traduire en justice, évidemment, et de réagir aux attentats terroristes. Donc c'est intéressant, cette résolution de novembre 2015, donc très récente, du 25 novembre, parce que c'est une session plénière à Strasbourg qui a érigé ce texte et qui, pour le coup, fait des propositions vraiment concrètes, à savoir l'établissement d'une fameuse liste noire européenne des djihadistes terroristes présumés, la définition de ce qu'est un combattant étranger, parce qu'effectivement, c'est une notion, on parlait de vide juridique, là, sur ce point, effectivement, il y a un vide juridique qui peut pas entraver les poursuites, on a d'autres outils, mais en tout cas on a la volonté quand même de clarifier ça, de ces personnes de l'Union européenne qui vont effectivement pouvoir suivre dans des camps d'entraînement, des formations entre guillemets, pour pouvoir perpétrer des attentats terroristes par la suite. Donc il faut exactement définir qu'est-ce qu'un combattant étranger, puisqu'il y en aura environ 3500 à 5000 qui seraient partis puis revenus en Europe. Qui sont-ils et sur quelle base on va pouvoir les poursuivre très, très concrètement pour les mettre sous contrôle judiciaire, mais également parfois dans des centres de rétention administrative. On a vu qu'il y avait toute une information, est-elle vraie ou pas, que parmi les migrants se seraient mêlés des terroristes. Bon, après, au niveau des enquêtes, tout ce qui est donné à titre d'information actuellement, on ne sait pas démêler le vrai du faux à notre niveau, donc il faut être quand même très extrêmement prudent. Et surtout en matière de technologie de l'information et de la communication, là on insiste vraiment, c'est une résolution que je vous invite à lire qui est très intéressante, qui est disponible d'ailleurs en libre accès sur le site des institutions européennes, où on va considérer pour la première fois qu'il y a une responsabilité pénale en fait de ces géants d'Internet, que ce soit pas seulement les fournisseurs d'accès, mais également tous les réseaux, que ce soit Google, Twitter, Facebook ou autres. Ça va vous paraître un peu étonnant. Peut-être que des personnes pensaient qu'il y avait déjà une responsabilité pénale, en fait absolument pas, parce qu'on considère, en tout cas déjà en droit français, que ce sont de simples hébergeurs. C'est-à-dire qu'ils ne font que faire transiter un contenu qui n'a pas été édicté par eux. Donc eux ont toujours pu, au niveau de la loi française, se dégager en disant « Attendez, nous, on prône pour la neutralité du net, la liberté d'expression. On ne va pas empêcher des propos qui incitent à la haine ou à la radicalisation. On n'est pas là, c'est pas notre rôle de les effacer. » Et là, c'est la première fois que, clairement, l'Union européenne dit « Attendez, nous, Parlement européen, on estime que vous êtes complices. » Vous n'êtes plus seulement un acteur neutre ou qui serait un peu en dehors de débat. Alors, pour vous, peut-être que la complicité, c'est quelque chose que vous comprenez, mais nous, au terme juridique, c'est extrêmement important de déclarer quelqu'un complice, c'est-à-dire qu'il peut être assimilé comme un auteur. Donc, on peut le poursuivre aussi. Donc, c'est vraiment la première fois qu'il a été clairement dit « On ne comprend pas votre position, il y a eu des morts, maintenant il vous appartient de réagir. » Alors, c'est vrai que Facebook et Twitter avaient déjà réagi aux injonctions des États d'enlever certains messages incitant à la radicalisation ou incitant à commettre des attentats, mais il y en a d'autres qui résistent, comme YouTube. On sait très bien qu'il y a beaucoup de vidéos de décapitation ou autres qui circulent. Et Google aussi, on leur reproche de ne pas suffisamment déférencer en fait les liens qui permettent, par une simple recherche, de pouvoir avoir accès à ces informations est profondément dérangeant. Donc c'est vraiment la première fois que l'on considère qu'ils, s'ils ne réagissent pas, ils sont complices. Alors le problème, et ça on ne peut pas le cacher en tant que juriste, c'est que c'est une résolution. Ça n'est absolument pas une directive ou un règlement européen, c'est-à-dire que ça n'a aucune force contraignante. On incite fortement les États de l'Union européenne à prendre des dispositions dans leur législation nationale, mais ça n'a pas une mesure de contrainte. Alors c'est vrai que la France essaye de prendre ce chemin déjà depuis une année, en confiant en fait le blocage par exemple de ces sites qui comporteraient des contenus illégaux de manière administrative. C'est vrai que normalement c'est le juge judiciaire qui s'en charge. Alors le juge judiciaire, c'est pas qu'il fait l'objet d'une suspicion, mais c'est vrai qu'une procédure va être parfois longue.
Donc on estime que ce serait à une autorité administrative, ce sont des décrets qui viennent d'être présentés très récemment, où on dit voilà, nous on veut que ce soit une autorité administrative parce que c'est plus rapide et puis on a moins d'état d'âme et puis, alors je vois que les avis sont partagés, est-ce que c'est plus rapide ou pas, on le verra concrètement, mais en tout cas il y a une opposition aussi qui se forme en disant attendez, il faut quand même le contrôle d'un juge judiciaire parce qu'on va plus loin. On ne demande pas seulement aux pays de l'Union européenne de mettre une responsabilité pénale en déclarant complices ces acteurs d'Internet, on leur demande aussi de délivrer un message qui valorise la lutte contre la radicalisation. Donc on leur donne des directives en quelque sorte. Et là, il sera intéressant de voir comment ces entreprises réagissent par rapport aux injonctions qui leur sont faites. Après, c'est vrai, concrètement sur le terrain, quel est le problème au niveau de l'Union européenne? Je vais faire un peu comme M. Rivasso, il y a quelques points de frustration. Le point de frustration, c'est qu'il y a beaucoup de déclarations politiques qui sont très importantes, où les pays en fait, de l'Union européenne s'accordent très clairement sur les objectifs à mener. Là, il n'y a pas de problème. Après, la mise en œuvre concrète est beaucoup plus compliquée. Vous avez un dialogue, un trilogue en fait entre la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil européen qui en fait s'engage et on voit qu'il y a des divergences de point de vue. Et c'est extrêmement dur d'accorder tous les États et donc le risque c'est toujours d'obtenir des accords en fait écrits qui ont force contraignante mais qui soient à minima pour que tout le monde soit d'accord. Ça c'est un problème constant au niveau de l'Union européenne. Ensuite en matière d'exemplarité, vous avez certains pays effectivement de l'Union européenne qui n'ont ratifié que très tardivement en fait la convention de Budapest. Alors c'est une information publique, donc par exemple le Luxembourg n'a vraiment pris cette question au sérieux que depuis l'année dernière en 2014. Donc c'est vrai qu'en termes de crédibilité pour l'action au niveau européen et en niveau opérationnel, ça pose un peu des difficultés, il faut le dire très franchement. Et puis un des problèmes, vous ne le présentiez pas comme un problème, mais c'est vrai que pour moi ça peut parfois en être un, c'est le nombre d'organisations. Vous disiez qu'il y a 65 environ organisations au niveau européen concernant cette gestion des risques. Le problème c'est concret en fait, mais ce que la Commission européenne reconnaît elle-même, une superposition de structures où ça devient encore plus compliqué de coordonner tous les acteurs entre eux. Donc c'est vrai qu'il y a quelques freins. Est-ce qu'il faudrait réduire le nombre de structures ou au contraire tout simplement les inciter à participer beaucoup plus? On parlait d'échange d'informations, mais c'est aussi d'échange de bonnes pratiques. C'est vraiment un point essentiel et c'est tout le défi qui est donné à l'Union européenne. Voilà, merci.